Bon, donc là, il est 9h05, on a du temps. Ce que je vous propose, c'est effectivement, il y a deux scènes d'une certaine façon. Hein. Donc il y a, c'est vrai, un dialogue, une discussion peut-être entre nos intervenants à tenir, mais je ne souhaiterais pas que ce soit simplement un débat de spécialistes. Je trouve que ça serait important que les uns et les autres dans la salle puissent réagir. Peut-être même qu'on pourrait commencer par des réactions de la salle, si nos intervenants sont d'accord, s'il y a des questions qui émergent d'une ou l'autre des trois interventions, ça permettrait peut-être d'avoir un petit moment de respiration afin que chacun des trois puisse préparer, fourbir ses armes pour répondre aux autres. Bonjour à tous et à toutes, bonjour. Je veux revenir sur la première intervention en disant et en ajoutant quelque chose. D'abord, le CCO, c'est une affaire de corps. C'est une affaire de corps, de confiance, d'amitié. Et je crois que sans cela, il n'y a rien d'autre. C'était vrai il y a 40 ans, quand j'étais là, une quarantaine d'années. C'est vrai toujours grâce à des animateurs qui ont su continuer cette flamme. Et c'est en train. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas besoin. Je vais dire simplement une autre chose. La liberté, on en a entendu le mot longtemps, on l'a entendu souvent. Pour moi et pour tous ceux qui à l'origine étaient là, même avant Jean-Pierre Lachaise, que j'ai connu, et j'ai connu d'autres avant, la liberté, elle s'arrête là où commence celle de l'autre ou des autres. Et c'est pas facile, mais ici, avec le corps, toujours, on a réussi à surmonter ces obstacles. J'ai été absent longtemps du CCO, j'y reviens parce que c'est une attache. C'est toujours la même chaleurosité qu'il y a ici. Vous êtes tous ici, je vous remercie au nom des anciens, parce que je trouve que l'Assemblée et nos personnes qui nous ont un peu abreuvés de leur point de vue, tous aussi justes les uns que les autres, avaient beaucoup de courage de parler. Et c'est une autre facette du CCO de toujours avoir eu le courage d'être droit ou droite, parce que les dames sont omniprésentes. C'est une autre reconnaissance qui a fait une des batailles du CCO dans les toutes premières instances du temps des Pères Blancs, qui étaient des messieurs, évidemment, mais pas des messieurs, et qui prêchaient déjà l'égalité de hommes et femmes. Merci à tous, bonne fin de journée et bon courage à tous pour votre route. Bonsoir. Bon, pour moi, c'est très intéressant cette débat aujourd'hui parce que bon, je suis franco-colombienne. Je suis venue depuis 10 ans, me réfugier. Et pour moi, c'est très intéressant ce débat parce que, bon, en Colombie, j'ai étudié une carrière qui s'appelle communicatrice sociale. Je suis communicatrice sociale. Et justement, dans cette carrière, j'ai appris beaucoup de choses qu'on a parlé ici aujourd'hui. Mais surtout pour moi, c'est intéressant parce que mon pays, comme je pense le reste de l'Amérique latine, c'est un pays où on travaille beaucoup toutes ces questions de droits culturels, de voir la culture comme une chose, comment dire, qui va très, très liée à la communication et surtout à la diversité du peuple. Et pour nous, c'est très intéressant parce que
quand on parle de culture, et inévitablement, on parle de communication et on parle de droit. Alors, l'unique chose que je ne comprends pas beaucoup ici, et après de 10 ans encore je ne le comprends pas et que la dame a touché un petit peu, c'est la question sur le communautarisme. Et pourquoi ici en France, ces questions de communauté, c'est trop lourd. Si par exemple en Amérique latine, pour nous, c'est très très important la question de communauté. Et comme les communautés, ce sont elles qui ont fait depuis de longtemps les changements culturels, politiques, parce qu'à travers son action communicative et politique, on réussit à changer beaucoup de choses pour les biens communs. Et je ne comprends pas ici pourquoi en France c'est On va peut-être répondre à votre question. Je voudrais savoir exactement pourquoi. Y a-t-il un candidat à la réponse? Le Suisse. Ce ne sera pas une réponse à une correspondance parce que je ne comprends pas non plus. Alors, je vais t'expliquer. Ah oui. Non, c'est vous qui avez expliqué. Vous avez été parfaite dans l'image de la républicaine dans vos critiques. Donc, pourquoi, effectivement, la question des communautés ne passe pas? Le micro, Jean-Michel. Non, mais il y a une explication historique sur la formation de la République à travers la pensée de Rousseau, donc l'idée d'un peuple souverain, uni. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça, d'accord. Et La République et canton de Genève est fondée sur Rousseau aussi. Oui. Elle a sa diversité. oui, mais C'est le centralisme qui est le problème. L'État comme Rousseau, il n'y a pas un État communautarien. Il voulait pas répondre. Hélène, tu finis et la Suisse viendra après. Non, c'est vrai que sans doute le centralisme a joué dans ce sens-là. Hein. Mais je pense que quand même, hein, il y a une pensée de la formation de la nation qui a été fondée sur l'idée comme je disais, d'un citoyen abstrait et qui nie les particularités des individus, qui ont été, à partir de ce moment-là, considérés comme pouvant nuire à la force de l'unité du peuple, de la nation. Donc, avec une législation en plus qui empêchait que puissent être représentées ces caractéristiques. Alors, avec cette forme vis-à-vis de l'éducation, par exemple, dans les régions, vis-à-vis des langues, appelées patois, de façon méprisante, par exemple, de toutes les coutumes locales, les coutumes régionales. Bien sûr, il y a le centralisme, c'en est un élément, une forme de cette expression de l'unité qui ne peut être donnée que par en haut et pas par les formes par en bas, si je peux dire, par les organisations du peuple, les associations, etc. La res publica de Cicéron, elle n'est pas donnée par en haut. La res publica, c'est la chose du public. Le public, c'est vous et moi. C'est complètement autre chose que le centralisme où on a créé en haut. On a en France un système central, présidentialiste, et effectivement un État arrogant. C'est ça le problème, et qui va effectivement dicter que la France, c'est la patrie des droits de l'homme, que le français, c'est les langues d'Afrique, c'était que des petites langues locales, n'est-ce pas? Alors qu'il y en a qui vont de l'Est à l'Ouest de l'Afrique. C'est là qu'il y a le vice.
je parle bien de vice, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas ça la République. La République, c'est ce qui est vivant, c'est ce qui est dynamique, c'est où effectivement tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit devient chose publique, c'est-à-dire que c'est sous protection du public, comme on dit quand il y a une clause, n'est-ce pas? On dit cette clause est sous la protection du public. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qui est ouvert. Et là, quand on dit la République, c'est pas la République, c'est l'État central qui est incriminé. La République, elle est beaucoup plus grande, elle est populaire, elle est souveraine. Il y avait plusieurs questions. Il y en avait une là-bas, madame. Oui, c'est qui le deuxième personne? Et Xavier était après. Deuxième. On va prendre au moins 2-3 paroles parce que sinon ça ne suffit pas. J'ai peut-être pas tout compris ce que Patrice Meillerich nous a développé. Et moi, j'en avais tiré le point de repère que la crainte du communautarisme, c'était la crainte de la réduction d'un individu à son appartenance à quelque chose qu'on a étiqueté comme une culture donnée, alors que cet individu qui est arrivé de tel pays ou qui appartient à tel quartier ou je ne sais pas quoi, il est en interaction avec d'autres gens, il a un parcours propre. Et moi, j'avais compris qu'en France, il y a peut-être un excès de centralisme, mais qu'il y avait la volonté de ne pas tomber sur la mise en valeur de ces communautarismes, qui est une réduction de la vision de l'individu. Enfin, c'est ce que j'avais compris. Donc on va voir d'autres compréhensions, on va faire du pluralisme de paroles un petit peu, là, Xavier. Moi, j'ai aussi plutôt l'impression, enfin, je ne sais pas si c'est le sens de la question que vous posiez, que indépendamment des grandes définitions générales ou de la grande histoire du territoire français depuis des siècles, il y a aujourd'hui, et depuis très peu de temps, c'est-à-dire depuis quelques années seulement, peut-être depuis 20 ans, mais finalement très peu de temps, la question du communautarisme, la peur des communautés, c'est un discours très précis, très localisé, enfin très situé dans le temps, qui est très lié à une histoire postcoloniale, à une peur de l'islam, enfin, une espèce d'islamophobie. Enfin, c'est quelque chose de très parce que les communautés, elles existent. Enfin, des gens qui se sentent des affinités, des appartenances dans tous les domaines, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme forme ou comme définition de communauté, ça existe de fait partout. Simplement, on n'est pas de mot dessus. Quand on met un mot communauté, communautariste, c'est pour désigner très précisément quelque chose dont certains ont peur et dans un discours qui n'est pas un discours étatique, pas forcément, c'est un discours très local de médias et de politique, éventuellement de responsables, de gens, mais à une échelle qui est celle d'un quartier ou celle d'une ville. Donc c'est pas un discours forcément de l'État. Alors, donc il y a des explications plus larges et plus anciennes, mais donc il y a quelque chose de très actuel et que les historiens le situent de manière très précise. On sait dater avec précision le moment où on a commencé à parler à propos des quartiers de la République, mais dans un sens étroit, rétablir la République dans les quartiers, c'est complètement daté, situé. Donc on est là-dedans aujourd'hui. Mais alors on peut donner des explications, mais il y a aussi des choses très conjoncturelles, très précises. Voilà. C'est ce que je crois comprendre. Oui. Difficile de se lancer là. Donc je ne suis pas philosophe, loin de là, et en général je vais plutôt dans l'analyse des correspondances, un monde un peu éthéré. Plutôt que peut-être la question ne serait peut-être pas pourquoi est-ce qu'on en arrive là avec un État qui serait un État fort, mais comment on en est arrivé là, c'est ce que j'entends quand vous parlez d'histoire. Comment on en arrive à un État centralisateur, et non pas pourquoi il y a un État centralisateur. C'est parce que, je sais pas, moi ça va de l'Édith Villers-Cotterêts à Charlemagne, en passant par des guerres de religion, qui s'enchaînent avec des systèmes féodaux, etc. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est le résultat d'une histoire. Puis il y a des gens qui ont peut-être pour les uns décidé, pour les autres moins décidé, au milieu de guerre, que la solution la plus adaptée et on ne parle même pas en termes de solution, peut-être c'était cet État qui s'est poursuivi de façon de plus en plus centralisatrice, ou de toute façon qui n'a jamais cessé d'être centralisateur, qui en fait, la question c'est plutôt comment en fait qu'il faudrait poser. Et je rajouterais là-dessus une louche de domination qui fait que la société française, elle est aujourd'hui
centralisée, mais que pour le coup, elle l'est dans toutes les pores de son tissu, en quelque sorte. Et que peut-être ce qui est intéressant, c'est que se pose aujourd'hui la question de comment ça se déficelle tout ça. Voilà. Et la question qu'on pourrait pour Monsieur Lucas, pour envoyer Monsieur Lucas, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à un moment donné à avoir Trottmann qui décide qu'il y a un art qui serait capital, en quelque sorte, capital de l'humanité. Ben, j'ai envie de dire que l'explication, ou le comment, il est là il est dans une domination, une louche de domination qui s'exerce depuis pas mal de siècles, qui fait que on fait la queue pour aller au musée du Louvre, plutôt que, et vous voyez que je prends une infinité de précautions, plutôt que d'aller voir le facteur Cheval, et que dans le fond, même dans les fins fonds de Saint-Étienne ou de Villefranche-sur-Saône, quand on fait une aquarelle, c'est bien souvent en ayant ouvert un livre qui nous dit comment Michel-Ange a fait les aquarelles. Et donc, en fait, je crois que les directeurs de maisons de la culture, ben, en fait, ils sont dans cet édifice-là. Il y a d'autres choses à côté, qu'on n'est pas obligé d'obéir aux injonctions de l'État, qu'on n'est pas obligé d'être dans l'État, qu'on n'est pas obligé de le suivre, mais que le directeur de la maison de la culture, lui, son problème, c'est le Louvre. Je vais vous répondre en partant de l'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un... qu'est-ce que c'est qu'un drac? C'est pas quelqu'un qui fait une politique culturelle, c'est quelqu'un qui élimine. Quand vous êtes drac, vous recevez 100 dossiers, vous en éliminez 90. Donc il vous en reste 10, parce que ce sont ceux qui portent la valeur. Quelle valeur ils portent? Ils portent la bonne valeur. C'est-à-dire celle qui va permettre au peuple de sortir de son merdier. Le merdier, c'est le PMU, c'est le football, c'est le boulot et c'est TF1. C'est-à-dire l'hypothèse qui est derrière, c'est l'hypothèse de l'aliénation du peuple. Hein, c'est-à-dire la fausse conscience du peuple. C'est une vieille histoire de républicains, de PC, de mecs de droite, etc. Et ça, c'est la formule, les valeurs capitales de l'humanité. C'est derrière une éthique, une façon de voir le monde qui est, certains sont sortis de la médiocrité, de la barbarie, etc. D'autres sont généreux au point de dire, pour sortir du sauvage, il faut aller vers nous. Les œuvres capitales de l'humanité, c'est ça. Il y a eu une bagarre anti-internationale qu'en France, on n'a pas trop vue, mais qui était après la décolonisation, la bataille sur la diversité. C'est-à-dire, vous nous avez, pendant des siècles, éliminé, éradiqué nos cultures. Maintenant, on est indépendant en tant qu'État, on débat, et maintenant, l'humanité, c'est la somme des diversités. Le patrimoine de l'humanité, c'est les diversités. Ça a duré 15 ans. La France a dit « Oh, j'ai entendu diversité, j'entends expression culturelle diverse ». Ça veut dire que j'ai le droit de financer mon cinéma parce que c'est une expression culturelle française et j'ai le droit de la subventionner pour concurrencer les Américains. C'est quand même un petit peu léger, quoi. C'est la question de tout à l'heure. Donc, on a cette idée derrière. Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. Quand j'ai vu ça, je me dis, est-ce qu'il y a un sociologue, un philosophe, un ethnologue qui sait la vérité des choses? Et je vais m'appuyer sur la vérité des choses. Je connais assez pour savoir que non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité de l'économie, je suis économiste, il n'y a pas de vérité de la sociologie, pas assez de vérité en tout cas pour dire ça, c'est le chemin qu'il faut suivre. Donc, et je réponds à votre question, je me suis dit, où est le minimum d'universalité dans cette histoire? Elle est dans l'éthique. Elle est dans un choix personnel que j'ai fait. Et vous n'êtes pas obligé de partager. C'est le choix que, malgré tout, malgré une réalité pourrie, eh bien, je fais le choix que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et que ce choix, eh bien, c'est la base universelle avec laquelle je vais discuter, je vais essayer de pratiquer. Personne n'est obligé de le faire. Mais essayez de penser votre vie et vos rapports aux autres dans la réalité du marché, la réalité politique, la réalité de la centralisation, la réalité ça. En vous disant, ben moi, l'hypothèse que, enfin, l'éthique que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, je ne la partage pas. Essayez. Commencez votre matinée en disant, oh, moi, l'hypothèse que, mais non, ils sont tous cons sauf moi, etc., etc. Non. L'hypothèse de, je pense les choses et je négocie avec les autres en disant, eh bien, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, en dignité. Du coup, la question de la dignité devient la question de l'humanité. Et quand vous lisez la déclaration de Fribourg en disant c'est rigide, non, parce que comment on sait qu'est-ce qui fait humanité? Comment on sait ce qui fait humanité? C'est tous les jours que ça se débat, la question de savoir ce qui fait humanité ou pas. C'est tous les jours que la démocratie s'ouvre à l'idée, est-ce qu'on a fait un peu plus d'humanité ou un peu moins d'humanité? Il y a 50 ans, être homosexuel, ça ne faisait pas faire humanité.
On est bien d'accord, ça faisait perversité, ça faisait en dessous de l'humanité. Aujourd'hui, être homosexuel, ça sera reconnu comme étant une situation, effectivement, de plus d'humanité, plus d'égalité, etc., etc. Donc la question de l'humanité, la question de la dignité entre les personnes est une question politique, une question qui se débat, c'est la question de la démocratie. Elle peut se débattre que par la parole, c'est-à-dire par la reconnaissance de la liberté des personnes. Donc c'est pas du tout statique, c'est au contraire une définition extrêmement dynamique qui nous oblige tous à être politiques. Et pas à se dire, ah, moi je suis content d'avoir été au théâtre ou à Marseille 2013. Je veux dire, ça va, quoi. Le ministre de la Culture qui dit, oh, j'étais dans un atelier, il y avait une professeure de danse qui était d'un opéra, n'est-ce pas? Et les enfants, les petits Comoriens, elles étaient joyeuses, Oh, je suis très content. Bon, enfin, je veux dire, un ministre qui dit qu'il va mettre de l'argent parce que les jeunes enfants sont joyeux. C'est l'état zéro de la politique publique, je veux dire, faut arrêter. Oui, moi, je voulais vous poser une question, excusez-moi de revenir un petit peu sur l'économie de la culture aujourd'hui et l'évolution des pratiques culturelles. Ne pensez-vous pas aujourd'hui que justement le développement des industries culturelles, dont les grands gagnants aujourd'hui sont un certain nombre de grandes marques connues, mais peu importe, c'est surtout les médias et les moyens de communication qui font que notre société évolue vers une société de l'immédiateté, et que du coup, finalement, cette capacité à communiquer, à créer et à diffuser des œuvres de l'instantané, d'abord ne désanctuarise pas ce qui était prôné par Malraux comme la culture des hautes œuvres de l'esprit, et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un espoir de démocratisation, de démocratie plutôt culturelle que de démocratisation dans les nouveaux modes de communication, de production? Et puis deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que confronté dans le métier assez souvent aux oppositions entre le culturel et le socio-culturel, je voulais revenir tout simplement sur le fait qu'il me semble, et là on pourrait citer d'ailleurs René Risardo, mais que l'action culturelle, c'est bien, de toute façon, effectivement, ce que nous faisons aujourd'hui, mais que la culture, c'est ce qui restera quand on aura arrêté d'en faire. Moi, je suis un vieux rocker, donc le marché, c'est génial. Je veux dire, un vieux jazzman aussi, quoi. Je veux dire, sans le marché, on n'aurait jamais écouté ni Charlie Parker, ni Elvis Presley. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, dans l'économie créative, et dans laquelle les élus sont tous engouffrés, économie créative, politique créative, c'est que dans la question de savoir qu'est-ce qui est bien ou pas, qu'est-ce qui fait un peu plus capitale européenne, c'est qu'il ne reste plus que le critère économique, et en face, il n'y a pas de dispositif permettant de dire on débat de la dignité. Alors oui, Apple, je l'achète 500 €, il est fabriqué 15 € par des petits Chinois qui travaillent 16 heures par jour et qui n'ont même pas le droit de sortir de l'usine de chez machin, vous avez peut-être vu ça. On a un problème, il n'y a plus de lieu de compromis où il s'agirait à la fois d'être attractif, au sens être reconnu par les autres dans l'économie, mais sans perdre sa dignité. Et capitale européenne de la culture, c'est un vrai scandale, parce que de ce point de vue-là, il y a 60 villes qui voudraient jouer un rôle culturel en Europe, on leur dit attendez, ici c'est la Star Academy, on n'en prend qu'une. Enfin oui, pour l'Europe, c'est quand même une catastrophe. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tout en mouvement pour dire oui, ben, super, il y a plein d'énergie, on élimine tout le monde, on en garde un pour qu'il fasse image. Je veux dire, ça va pas. Donc on est bien devant un déficit politique. Il y a d'un côté, c'est ce que j'appelle moi l'éthique de la rentabilité, et on la voit bien fonctionner, même au niveau des politiques publiques, c'est les services d'intérêt économique général de l'Union européenne, je vous passe ça, mais on peut le faire comme vous voulez. Et puis de l'autre côté, la question de la dignité, puisque l'Europe c'est liberté et dignité, et qui n'est jamais gérée en termes administratifs, en termes organisationnels, en termes juridiques, ou très peu. Et donc de ce point de vue-là, il y a un déficit. Et qui gagne, c'est toujours la logique, aujourd'hui c'est la logique de la rentabilité, la logique de la dignité, elle n'est pas dans la négociation. Elle n'est pas dans la négociation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, une opération avec mes directeurs du MJC, c'est la question de la dignité, c'est-à-dire plus de liberté pour les personnes, plus de capacité, plus de responsabilité. Et en face, bah, tant mieux si ça se vend. Tant mieux si ça se vend. Pour l'économie, je dirais pas... je dirais pas tout à fait comme Jean-Michel que l'économie ou la dignité. Le problème, c'est qu'on a une mauvaise économie. Et donc, il nous faut une bonne économie. Et on a beaucoup trop peu d'analyses sur l'économie de la culture. Alors évidemment, on réduit ça vers les industries culturelles, mais ça, c'est pas l'économie de la culture, c'est de l'économie industrielle, classique. Or, on a besoin d'avoir l'économie du patrimoine. Et là, on a le temps long qui revient, et la multidimensionnalité d'un bien. Hein.
Qu'est-ce qu'un bien culturel? C'est pas simplement un bien porteur d'identité, de valeur, de sens. C'est pas seulement le livre, c'est pas seulement le disque. Ça peut être aussi le vêtement, ça peut être une activité touristique, ça peut être beaucoup de choses, c'est une maison, etc. Donc il faut ici réenculturer l'économie. Et si on fait une économie de la culture, on va avoir une meilleure culture de l'économie. Ça c'est le point sur lequel on a beaucoup à travailler pour avoir un marché qui est un marché de liberté économique. Alors je vais répondre à Hélène juste si vous permettez, sur la notion de droit. Vous avez dit qu'il ne faut pas juridiser. Mais si, il faut juridiciser, n'est-ce pas? Mais en comprenant, quand vous avez la femme indienne qui se fait, toutes les femmes qui se font tripoter dans le bus et qui se font finalement violer, il faut aller au tribunal, n'est-ce pas? Et donc ici, vous n'avez pas une norme qui standardise Jean-Michel a pris standard dans un bon sens, parce que tous les mots ont double sens. Hein. Mais vous avez dit tout à l'heure, il y a l'universalité et même l'uniformité. Mais non, l'uniformité, c'est une contradiction terme à terme avec l'universalité. C'est ça? Parce que l'universalité ici, ça veut dire, non pas vous devez tous faire pareil, mais il est interdit de violer. Il est interdit de prendre pied dans la liberté de l'autre. Et donc à ce moment-là, cette norme-là, elle doit être juridique, elle doit être dure, elle doit amener au tribunal, parce que c'est seulement comme ça que la voix des pauvres peut sortir. Et donc à ce moment-là, vous avez une norme libératrice, parce que vous êtes au niveau du droit fondamental, et vous n'êtes pas au niveau simplement des autres niveaux du droit réglementaire ou de la législation d'application. Donc il faut garder ces valeurs. Alors la République, je vais le dire dans le sens positif ici, et je vais corriger un peu, où j'étais un peu oui tout à l'heure, il faut quand même du centre. Hein. Voilà, j'ai parlé mal de l'État central, mais il faut du centre. Alors en Suisse, on a une culture diamétralement inversée politiquement à la culture française, et on a nos autres défauts qui sont diamétralement inversés. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Mais ce qu'on disait, c'est le même problème que ce que Jean-Michel disait sur les capitales, ce que vous avez dit aussi pour capitale culturelle européenne. Si, ou Paris capitale qui s'est fait au détriment de ce qu'on appelle encore la province, qui est quand même une expression aussi un peu bizarre, et à ce moment-là, vous avez l'aspect négatif de la capitale qui mange tout, mais vous avez l'aspect positif, il faut des capitales aussi, parce qu'il faut des rapports centre-périphérie équilibrés. Voilà. Et une capitale qui va enrichir son... Et donc on est de nouveau en système dialectique. Voilà. Et tout l'équilibre des libertés, tout l'équilibre d'une gestion politique comme d'une gestion économique, c'est de garder des pôles de richesse forts, non pas pour appauvrir les autres, mais pour que, à ce moment-là, c'est la notion classique du capital, pas le capitalisme qu'on a fait, mais la notion classique du capital qui permet de rediffuser, de réinvestir. Voilà, le CCO, c'est un capital culturel, social, où les gens viennent s'enrichir et vont ressortir. Mais il faut des dispositifs. Le capital est une notion de capital. Tu vois, il faut des dispositifs qui correspondent à ça. Ah oui. Bon, la charte Trottmann, c'est c'est des dispositifs anti-CCO. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pardon, il y a une question. Là-bas, je vais poser quand même une question à Patrice. Je comprends très bien l'intérêt philosophique, politique, mais comment ça peut se traduire, comme le disait Hélène, qui le dit? Quelle est l'instance qui va dire les droits culturels? C'est bien le problème de la définition de l'État. Ce n'est pas l'État central. Les droits de l'homme ont été arrachés par les peuples. Et ils continuent comme ça. On n'attend pas des Nations Unies qu'elles vont définir les droits de l'homme. On y va, avec les associations, avec les ONG. Les droits culturels, la déclaration de Fribourg, elle a donné substance à l'observation générale 21 du comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui a commenté l'article 15 du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. L'article 15, c'est le droit de participer à la vie culturelle. Eh bien, on l'a fait comment? On l'a fait une coalition d'ONG, mais on l'a fait aussi, il ne faut pas l'oublier, l'universalité, c'est un concept rationnel. Ce qu'a expliqué un tout petit peu Jean-Michel tout à l'heure, si vous ne faites pas ça, c'est le raisonnement par l'absurde. Si on se bouffe mutuellement, ce sera invivable. Voilà. Si on fait un marché globalisé qui détruit toutes les différences, ça va devenir la cata. Donc il faut, et non seulement la cata, mais impossible. Si vous faites un marché hyper concurrentiel, vous bouffez toute l'économie, n'est-ce pas?
Donc les équilibres dialectiques, concurrence, coopération, centre, périphérie, etc., ce sont des équilibres rationnels. Et la fonction du droit, c'est de garantir ces pôles. Les bouffez pas, n'est-ce pas? Garder la distance des libertés, garder la distance de la raison. Qui dit la raison? C'est du dialogue, c'est du débat permanent, mais qui, comme dans toute démarche scientifique, à mon avis la politique, c'est ça le rationalisme moderne, c'est-à-dire on construit, on débat, et on ne dit pas ce qui est vrai, mais on dit ce qui est faux. C'est pas pareil. Et pour la dignité, c'est pareil. On peut dire, ça c'est honteux. Maintenant, la dignité, on peut la définir de mille et une façons. Mais laisser violer quelqu'un, laisser affamer quelqu'un, laisser quelqu'un en prison simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec le régime, ça c'est faux. Et là-dessus, on se dresse. L'universalité, c'est l'homme qui se dresse et qui dit non, l'indignation de Stéphane Hessel, c'est important. Non, mais juste par rapport à ça, sur l'histoire de la femme indienne, par exemple, pourquoi ça, c'est un droit culturel? C'est d'abord un droit humain. Le droit culturel, c'est d'abord un droit humain. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été agressée parce qu'elle était une femme. C'est un droit humain, le droit culturel, c'est le droit d'être. Oui, mais il n'y a pas le droit de l'homme d'un côté et le droit culturel de l'autre. Là, il n'y a pas nécessité d'individualiser une culture pour dire qu'à ce moment-là, il y a agression contre un élément culturel, ou une religion, ou un habit, etc. Voilà. Mais la définition, c'est faire humanité. La discussion de la culture, c'est faire humanité. Question dans la salle. C'est dans un autre domaine. Est-ce qu'il serait intéressant de placer la communauté sous l'éclairage de la temporalité? Je ne sais pas si c'est un tic de langage, mais on entend beaucoup parler en ce moment de communautés éphémères. De communautés éphémères. Ce que j'entends le plus souvent, c'est les collègues universitaires qui parlent de communauté universitaire. Ah oui, c'est la jungle, quoi. Communauté, c'est une une jungle. C'est pas jungle. contradictoire de parler de communauté éphémère. Non, c'est comme comment dire, une œuvre. Hein, on voit une œuvre culturelle, un ouvrage, il peut être éphémère aussi. Voilà, c'est très bien. La communauté, c'est ce qui fait l'interaction des libertés. Jean-Michel a parlé de l'hétérogénéité des libertés. Moi, je voulais développer la réciprocité des libertés, les réciprocités de libertés hétérogènes. Et voilà, on va faire la fête aujourd'hui. On peut faire des gens qui se connaissent bien, ils vont faire une communauté d'un jour, c'est possible. Alors après... C'est une question juste en complément de ce qui était mis en tension entre droit culturel et droit humain. C'est justement comment s'articule et se négocie, on est bien là dans la négociation, la prévalence ou pas de l'un sur l'autre. Quand on est, vous prenez l'exemple de la question de la femme, quand un groupe culturel est attaché à une pratique qui peut nous sembler, nous, problématique, qui peut être aussi un marqueur, une référence importante à laquelle on tient. On peut prendre les choses sur lesquelles on va rapidement, soi-disant, se mettre d'accord, mais les décisions, voilà, des pratiques qui sont marquées culturellement, qui sont des choses auxquelles certains tiennent comme des références et qui pourtant atteignent à des droits humains. À quel moment et comment se fait le dissensus et du consensus? Les droits culturels sont dans les droits humains indivisibles, universels et interdépendants. Donc il n'y a pas concurrence systématiquement entre droit culturel et droit de l'homme, c'est impossible dans le langage des Nations Unies et dans le langage donc, du droit international des droits de l'homme. Alors ce qui se passe, c'est que la question que vous posez, c'est une question valable pour tous les droits de l'homme, la liberté d'expression, jusqu'où on peut aller. Elle va contredire la dignité de certaines personnes, elle va contredire la vie privée. Tous les droits sont en position dialectique. C'est-à-dire qu'ils s'interprètent toujours, non pas simplement limités par l'autre, mais suivant un système de voûte. Vous avez dit ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. On a passé ça. Maintenant on dit ma liberté commence là où commence celle des autres. Et donc votre liberté et la mienne, on peut se limiter parce qu'on peut se passer, il ne faut pas qu'on parle les deux en même temps, mais dans notre échange de paroles, on s'élève mutuellement. Alors la liberté, alors les libertés culturelles par rapport aux libertés économiques, par rapport aux libertés civiles, par rapport aux libertés politiques, qui est un peu, si vous voulez, l'ensemble du droit humain, se contredisent, mais dans une logique dialectique où elles s'élèvent mutuellement. C'est ça la notion qui est importante. Alors l'excision ici,
Voilà, nos amis en Mauritanie, on travaille là-dessus, et ils vont dire quoi? Mais vous dites que c'est votre culture, regardez, c'est un bazar épouvantable. Où elle était votre culture? La RDC, la congolaise, qui me disait sur la dot, c'est seulement de 3 générations. Il y a 3 générations, on avait un sens tout à fait intelligent, sensible de la dot. Et puis petit à petit, ça s'est perdu. Pourquoi? Parce que le grand-père, qui doit transmettre ça à sa petite fille, il est resté à la campagne, et d'où le père est seul avec ses enfants, ça va être un élément. Mais aussi, vous avez l'autre élément que toute tradition, toute pratique a tendance à être récupérée, à s'abîmer, parce qu'elle n'est pas assez instruite, elle n'est pas assez vivante. Et donc, à ce moment-là, il faut constamment faire de la réinterprétation culturelle par les gens qui vont aller rechercher ce qui a le plus de valeur dans le milieu. Vous voyez? Et parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu incultes, je veux dire ça comme ça, et qui vont récupérer la dot, et puis c'est un moyen de faire un commerce qui devient quelque chose de complètement indigne. Et vous l'avez dans nos domaines aussi, par rapport à notre conception de la personne âgée, etc. Vous avez des trucs qui sont devenus complètement pervers dans nos logiques. Est-ce qu'on va dire que c'est notre culture? Non, c'est notre poids. Donc là, on va s'arrêter, il est déjà 10h moins le quart. Est-ce que chacun de vous trois veut dire 2-3 mots de conclusion? Rapidement. 2 mots de conclusion. Premier mot de conclusion, c'est bien de débattre de tout ça, mais derrière, c'est quand même beaucoup de réflexions de gens formidables. Donc j'aurais cité, moi, outre les textes de Patrice, la réflexion qui a compté pour moi, c'est celle de l'idée de justice d'Amartya Sen. Comment construire une société plus juste, justement, par la démocratie, par la parole. Ça, c'est du boulot, mais c'est vraiment bien. Le deuxième élément, parce que vous avez dit diversité universaliste, c'est le Alain Renaud, qui s'appelle l'humanisme de la diversité, et qui, je crois, par rapport aux questions de communautarisme, apporte énormément de solutions aux uns et aux autres. L'humanisme de la diversité. Pour moi, c'est des références. Et puis, le troisième référent, c'est parce qu'il ne faut pas simplement lire, il faut aussi passer à l'action, à la responsabilité politique. Je crois qu'il n'y a pas que l'État, il y a aussi le soft laws. Internet, c'est pas l'État, c'est soft laws, c'est les acteurs eux-mêmes qui trouvent les règles communes. Et donc je renvoie à un texte qui va sortir, je l'espère. C'est le texte élaboré par la Fédération nationale des élus à la culture, la FNCC. Voilà, peut-être pas plus d'élus dans la salle qui sont concernés, mais il y a une Fédération nationale des élus pour la culture. Et le texte qui vient de sortir en négociation avec le ministère de la Culture dit, eh bien bon, la démocratisation de la culture, c'est formidable, c'est génial, mais c'est une politique qui donne beaucoup, parce qu'il y a des institutions culturelles partout, tant mieux, mais qui écoutent peu. Et ce qui suit après cette phrase, bon, les institutions culturelles, ça donne beaucoup, ça offre beaucoup, mais ça écoute peu. Derrière, c'est nous voulons, en tant qu'élus, nous travailler sur les droits culturels en tant que responsables politiques dans les de culture, dans les collectivités. Ils en sont au début, mais je voulais donner ça pour terminer, pour dire, c'est pas une discussion abstraite. Il y a déjà des élus qui pensent que, et permettre à des élus de passer de la vision du droit culturel à la pratique. Je ne vais pas reprendre du MJC, mais ça ne se fera pas par des recettes de cuisine, ça ne se fera pas en lisant un bouquin, en disant j'applique. Ça se fera par la palabre, c'est-à-dire par le fait qu'on va prendre du temps à réfléchir aux valeurs et pas simplement à agir. Valeurs, agir, réfléchir, agir. Voilà. L'universalité, elle est là. Notre ami Renaud dit, il n'y a personne ne peut dire l'universalité, mais personne ne peut éviter la quête d'universalité. Et c'est ça la conclusion. Nous sommes obligés de penser l'universalité et personne n'a le pouvoir de dire ce qu'elle est. Et bien avec ça, on est vraiment, je crois, quelque part dans le politique. Merci. Juste un mot. Sur cette question des droits, moi je vais redire un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je pense que c'est très bien qu'on en ait parlé en ces termes ce soir au CCO, parce que justement, cette question des droits culturels peut se poser aujourd'hui en France comme des droits politiques, parce que des gens comme ceux qui, depuis 50 ans et plus, œuvrent au CCO pour une reconnaissance des compétences, des qualités, des caractéristiques, de capacité des gens dans leur diversité et pour faire des choses en commun,
que cette question peut ensuite être portée, soit sur un angle juridique, soit sous une reconnaissance par des instances culturelles, des instances politiques. Mais s'il n'y avait pas eu ce travail-là, eh bien cette question ne serait pas débattue aujourd'hui au CCE. Et pour moi, ça, c'est une forme importante de reconnaissance.